Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, j'ai encore la chance pour une dernière fois de co-animer avec Christiane. Comment ça va, Christiane? Ça va bien, JP? Et toi? Ça va super bien. Pour les gens qui n'auraient pas écouté ton épisode, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christiane? Je suis planificatrice financière. Ça donne bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'éducation financière. Je sais, je suis bien excitée. Ouais. Aujourd'hui, on va parler d'éducation financière, d'entrepreneuriat, de finances, de marché boursier. Et on va parler de ça avec un invité de marque, quand même, Youssef Guelache, qui est cofondateur et président de Éduc Finance et aussi fondateur de la page Facebook qui a maintenant plus de 30 000. Ouais. Au moment où on se parle, peut-être à ce moment-là, au moment de la diffusion, on va être rendu plus haut que ça. De l'argent ne dort jamais sur Facebook, qui est une page dédiée à l'éducation financière. Comment ça va, Youssef? Ça va super bien. Je suis très content d'être là avec vous. Ben nous aussi. Écoute, je suis vraiment content. Pour les gens qui te connaîtraient pas, parce que la plupart des gens te reconnaissent à l'épicerie maintenant, tu es rendu une vedette. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais puis d'où tu viens? Donc, moi, je suis, disons, quelqu'un qui vient du domaine bancaire à la base, qui voulait se diriger vers la bourse et les marchés boursiers. Donc, j'ai étudié en finance, comptabilité, puis mon objectif, c'était vraiment, il était tracé. Mais en cours de route, j'ai été amené à changer un peu de vocation parce que même si je parle souvent d'argent puis de finance, mais c'était pas le truc qui me permettait de me lever le matin. J'ai réalisé vite en travaillant dans le domaine bancaire que ça prenait quand même quelqu'un qui est amoureux de l'argent puis qui est drivé par l'argent, comme on dit. Donc, en cours de route, j'ai réalisé que ma vocation, c'était l'enseignement, l'éducation. Fait que j'ai fait complètement 180 degrés, puis je me suis lancé plus dans l'enseignement au niveau collégial. Donc, je suis prof depuis 10 ans au collège Montmorency, là, au cégep. Donc, c'est ça. Et tu enseignes quoi? Donc, je donne des cours de finance, comptabilité, puisque au cégep, il y a des programmes techniques en administration. Fait que pour les gens qui veulent aller soit en gestion de commerce, soit en comptabilité, soit en finance. Donc, ils font un programme technique de 3 ans. Fait que je donne des cours comptabilité et finance là-dedans. Puis, il y a un cours optionnel, gérer ses finances personnelles. Que je donne pratiquement depuis que je suis là, qui est un cours optionnel. Donc, c'est parmi toute la liste des choix. Si vous avez été au cégep ou à l'université, là, on donne une liste de choix espagnol, gérer son stress, etc. Puis ça, c'est un cours parmi toute cette liste-là que j'ai la chance de donner à 150 étudiants à 200 étudiants par année. C'est un cours qui est quand même populaire. Populaire, mais malheureusement, il limite le nombre de groupes parce qu'il y a beaucoup de cours optionnels. Donc, les étudiants, ils adorent ça. Moi, j'adore l'enseigner aussi, mais malheureusement, je vois pas assez d'étudiants. Ouais. Puis, c'est une des raisons pour laquelle ça m'a amené vers l'entrepreneuriat, parce que là, je voulais avoir plus d'impact sur un plus grand volume de personnes. Ça devrait être obligatoire, tant qu'à moi, parce que c'est tellement des habiletés, des connaissances qui sont utiles et que tout le monde devrait avoir à peu importe leur étape de vie, là, comment faire un budget, comment utiliser le crédit, comment fonctionne le gain ou la perte en capital, les différents types de comptes qui existent. Je veux dire, c'est hyper important, là. C'est exactement ça que j'enseigne, Christiane. Et malheureusement, je me bats pour que ce soit obligatoire, mais on le sait, le système éducatif, des fois, c'est très rigide puis c'est un peu difficile de le changer. La chance qu'on a, c'est que maintenant, il y a depuis quelques années, 3 ans de mémoire, là, qu'ils ont intégré un cours d'éducation financière au secondaire 5. Mais bon, la partie finance, c'est 15 heures à peu près pour vous donner une idée. Fait que c'est pas énorme, mais je me dis au moins, les gens qui font leur secondaire, ils ont au moins un petit 15 heures de finance là, qu'ils voient. Mais... Qui est très peu, à mon avis. Moi aussi, mais... Je pense que... Puis, on en parlait dans un autre épisode où je pense même que de plus en plus, ça devrait être intégré même au primaire où à partir de 10, 11, 12 ans, il y a quand même des connaissances de base à comprendre. Puis je pense que j'en ai parlé à quelques reprises, puis c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que ça bénéficierait tout le Québec d'avoir une éducation financière soutenue, du moins sur ces... Je ne dis pas que la géographie et ces choses-là, c'est pas important, mais je pense qu'on regarde qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le COVID, des coussins de sécurité, tout ce genre de trucs-là.
on se rend compte qu'on est très mal éduqué au Québec. Là. Ouais. Je pense que... C'est tout à fait. Puis, comme on dit, il y a plein de sujets qu'on peut parler, l'impôt, les assurances, tout le volet juridique. Puis même l'entrepreneuriat, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Non. On regarde aux États-Unis, très, très jeunes, dès le primaire, ils leur enseignent déjà à comment se présenter, comment parler, comment vendre, comment créer un projet. Ici, quand on se lance, c'est avec nos connaissances, si on a la chance. Sur le tas. Voilà, si leur famille, c'est une famille d'entrepreneurs, souvent, ils ont été éduqués comme ça, mais c'est pas enseigné, effectivement. Puis tu me fais réfléchir. Je pense que ça ouvre une belle discussion à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est de plus en plus démocratisé. Puis au Québec, on est quand même la capitale de l'entrepreneuriat. Là. On est quand même beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est vrai qu'on vit encore dans un modèle où souvent l'éducation familiale dit va à l'école, va chercher un diplôme, aie une bonne job avec des bons avantages. Puis c'est pas nécessairement un modèle qui cadre avec tout le monde. Puis on parlait de liberté avec notre dernier invité la semaine passée avec Pierre Olivier qui parlait de liberté. Puis je pense que il y a un clash aussi entre l'entrepreneuriat et être employé. Il y a une manière de penser qui est complètement différente. Puis je pense que ça serait bon de justement couvrir le côté entrepreneuriat. C'est pas pour tout le monde non plus. Là, c'est pas quelque chose qui est facile. On en parle. Le podcast est basé sur l'entrepreneuriat. Puis c'est pas pour tout le monde. Mais au moins donner la chance aux gens d'y goûter puis de voir est-ce que c'est quelque chose qui leur convient. Comme tu disais, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, mais je pense que c'est tout le monde qui peut essayer de devenir entrepreneur. Puis si ça marche pas, il y a d'autres modèles qui existent. Puis c'est correct. Là. Ça nous prend des gens, des policiers, des infirmières. Ça nous prend des gens dans tous les domaines. Mais d'avoir la possibilité de créer son propre projet, sa propre entreprise, je pense que ça c'est quelque chose qui peut s'apprendre très, très jeune. Puis on le voit des fois, des petits projets dans les écoles avec les enfants, des petits projets scolaires encore, mais les jeunes, ça peut les allumer. Puis même pour le décrochage scolaire, moi, je le réalise parce que j'ai créé au sein de mon cégep une salle des entrepreneurs, donc un lieu où les jeunes se rassemblent pour s'aider puis discuter. Puis je trouvais que justement, ça manquait ça. Bon, moi, je débute dans l'entrepreneuriat, fait que j'ai pas énormément d'expérience à leur partager, mais au moins, je me dis, je suis là pour les épauler parce que sinon, ils sont tout seuls, ils font leur projet chez eux. Puis à l'école, on leur en parle pas. Donc d'avoir un lieu déjà, ça les allume. Puis là, ils veulent encore partager. Plus. Ah oui, puis bâtir un réseau, peut-être. C'est exactement ça. Fait que je pense que ça peut même être fait plus tôt. Non, 100%. Puis je me rappelle, parce que tu parles du DEC en gestion de commerce, j'ai fait ce programme-là sur la Rive-Sud à Édouard-Montpetit, puis je me rappelle de mes cours, on couvre à plein de choses, mais on n'a jamais parlé d'entrepreneuriat. Puis le programme s'appelle gestion de commerce. C'est quand même fascinant, puis je pense que c'est important d'ouvrir les horizons. C'est pas peut-être pour tout le monde, mais de dire, hey, c'est une option qui existe, puis c'est souvent, on l'apprend sur le tard. On devient entrepreneur souvent... Par accident. Par accident ou par erreur ou par un événement, un déclencheur qui fait que non, on va faire d'autres choses. Puis malheureusement, c'est peut-être moins enseigné plus que d'aller dans une bonne job, un fonds de pension. Souvent, on encourage beaucoup ça. Là, parce que moi, je me disais aussi, ça c'est une réalité, c'est enseigner des cours techniques puis très théoriques à des jeunes. C'est difficile. Là. Je comprends pourquoi on ne met pas des cours de finance plus jeunes que la 5e secondaire. Mais par contre, juste le concept de l'argent, le concept de l'entrepreneuriat, le concept de la liberté financière, ça, il y a des façons de l'enseigner qui peut s'intégrer aussi avec d'autres cours. C'est pas obligé d'être un nouveau cours, mais faire des activités pour transmettre ça à nos enfants et les futures générations. Puis c'est ça qui va faire en sorte que le Québec, le Canada soient aussi... reconnu partout, c'est qu'on crée des entrepreneurs, des visionnaires, des gens qui bâtissent des entreprises puis des empires. Oui. Ah, tout à fait. Puis on va avoir le temps d'en jaser en long et en large plus tard, mais on va aller en fait avec ton entreprise, Éduc Finance. Parle-nous un petit peu depuis quand ça existe, puis en quoi tu différencies un peu puis en fait, c'est quoi les services offerts par ton entreprise? Oui, en fait, comme je disais, moi aussi, je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat par hasard. C'est cette frustration-là de vouloir éduquer les gens qui m'a amené à créer cette entreprise-là. Donc, en réalité, j'ai réalisé que il fallait que je trouve une façon d'aider beaucoup de gens, puis que ce que les gens avaient besoin pour gérer leurs finances, puis
que ça a un impact direct sur eux, c'est que ça leur prenait un outil. Donc, je suis parti d'un simple fichier Excel de budget que je faisais, puis j'ai voulu amener ça à un autre niveau. Fait que l'idée est vraiment partie de ça. Et ça fait 4 ans. Donc, c'est un long processus, mais je suis en train de créer une application mobile. Donc, au moment où ça va être diffusé, normalement, c'est disponible dans Apple Store et Google Play. Donc, une application mobile qui permet justement de faire la gestion de ses finances, de calculer sa valeur nette, d'avoir son taux d'épargne, d'avoir vraiment un suivi de son portrait financier. Fait que ça a été un long processus parce que créer une application mobile, au départ, l'idée, elle est simple. Ah, ben ça se fait. Puis là, on fait des recherches, là, on réalise qu'il en existe d'autres. Puis là, nous, on veut se différencier. Fait que ça a été un long parcours, mais je suis content parce que j'ai pu justement persévérer puis arriver au bout du projet, ou en tout cas que ça se réalise. Après, c'est une autre histoire, le commercialiser, mais au moins la partie que je suis fier, c'est d'avoir eu l'idée puis de m'être battu pour que ça voit le jour. Puis de comment ça fonctionne pour le client ou pour le consommateur, ton application? Oui, donc c'est une application mobile, ils peuvent aller la télécharger. Il y a une période d'essai de 7 jours. Puis après, c'est un forfait annuel de 39,99. Donc accessible un petit peu pour tout le monde. Et après, les gens peuvent l'utiliser. Et l'avantage que ça a, c'est que ça ne prend pas les données bancaires. Donc ça, c'est la grosse différence par rapport à d'autres applications, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs entreprises qui ont eu des pertes de données financières. Puis ça inquiète les gens, puis je peux le comprendre. Puis moi-même, pour télécharger une application de finance, dès qu'on me demande mes données bancaires, mots de passe, mes numéros de compte, je suis toujours réticent, puis généralement, je m'arrête là. Donc moi, j'ai voulu créer au contraire un outil que justement, il n'y a pas cette barrière-là à l'entrée. Fait qu'on ne prend pas de données bancaires, mais on a un outil simplifié pour les gens. Super. Qui va, dans le fond, pouvoir gérer leurs finances personnelles dans à peu près tous les aspects. Exactement. Puis on le fait de façon éducative. Fait que moi, c'est toujours la thématique. Fait qu'on intègre aussi des petites notions que peut-être les gens n'avaient pas pensé, des définitions. Puis c'est tellement simplifié que finalement, même la personne qui s'y connaît pas, ben, elle va apprendre. Puis ça aura un impact direct sur sa situation. Puis pour vous donner une idée, quand on crée une application mobile, c'est tout un processus. Fait que si jamais vous avez l'intention d'en créer un, je vous décourage de le faire parce que faut vraiment avoir la tête dure puis être très très patient. Mais on passe par une version bêta. Fait que moi j'ai eu à développer une version web pour commencer, que je l'ai fait tester par plus de 1000 personnes. Pour m'assurer que l'outil fonctionne, que les gens aiment ça, prendre les commentaires des gens, etc. Puis après ça, il y a tout un processus d'amélioration de l'outil. Donc, d'un fichier Excel à une application mobile, disons qu'il y a du temps puis du travail. Mais c'est ça. Donc, là, la version mobile, elle est plus complète. Donc là, on s'assure que, justement, avec tous les commentaires qu'on a eus, que ça répond aux besoins puis que les gens aiment ça. Fait que c'est ça. Puis tu disais de décourager tout le monde. Pourquoi? Les programmation, c'est ce genre d'enjeu-là? Ouais, c'est le côté technique, là, je dirais, là, qui est très, très, très complexe. Puis surtout qu'on doit fonctionner, c'était notre objectif à nous, là, c'était d'avoir l'application disponible version Apple, version Google, puis version web. Puis ça connecte pas trop ces trois plateformes-là, fait qu'il faut s'adapter en fait à chaque plateforme puis chaque diffuseur, là. Et c'est là où ça complexifie un petit peu le truc, là. Puis il y a toujours des choses à rajouter, c'est jamais parfait, c'est jamais prêt. Puis il faut aussi avoir justement un esprit critique, mais oser aussi avancer sans justement vouloir la perfection, parce que on l'atteindra jamais, là. Ben, c'est comme l'iPhone, hein? Souvent les gens veulent avoir tout parfait, mais le premier iPhone, il n'y avait pas toutes les features, les caractéristiques qu'il y a aujourd'hui. C'est souvent des petits updates, des petits... Exactement. Fait qu'il faut partir d'une base. Ouais. La même chose pour la version bêta. On a hésité à la lancer parce qu'elle n'était pas prête. Ça a planté quelques fois. C'est haut et bas là qu'on vit quand on développe quelque chose. Mais justement, il y a une évolution, une amélioration, puis qu'on voit les résultats, puis on fait comme « Wow, je suis parti de ça, puis ça donne ça maintenant ». C'est le fun, puis on est fiers, là.
Ben, félicitations d'avoir osé parce Merci. que Ouais. Merci. puis c'est le fun d'avoir un outil justement qui est facile d'utilisation. Moi, dans ma pratique, ce que j'observe, c'est que quand un client, exemple, se bâtit un budget ou un fichier Excel où il y a son bilan, puis où il le met à jour, si c'est trop complexe, digne d'un fichier de la NASA, souvent les gens vont l'utiliser peut-être un mois ou deux, mais finalement le mettront de côté et au final en tireront pas les bienfaits ou seront pas plus à jour, si on veut, sur leurs finances. Donc, C'est bravo. exactement ça. Mais en fait, c'est les deux défis. C'est un, parce que la statistique, c'est à peu près 46% des Québécois qui font un budget. Donc moi, ma mission, c'est convaincre les 54 autres de faire un budget. Puis des 46, de leur offrir un outil mieux que... Parce que la majorité utilise Excel, là, encore. Là. Puis peu utilisent des applications. Fait que moi, mon but, c'est d'avoir un outil meilleur qu'Excel, disponible dans la poche, puis qui se met à jour facilement, puis que justement, que ce soit pas des tableaux pas le fun à regarder. Là, parce que même moi, je me rappelle de mon fichier Excel là, que je suis tenté de plus utiliser. Là, mais c'est pas le fun. Là. C'est bien, tu mets à jour, tu as un portrait, mais si c'est le seul outil qu'on a à notre disposition, je me disais, il peut y avoir quelque chose de mieux que ça, là, pourquoi pas. Fait que ça facilite beaucoup plus, fait que je suis content de... C'est une super belle initiative. Puis j'ai accroché sur ton chiffre, je suis quand même surpris que 46%... Ouais, moi aussi, j'étais comme, sont bonnes tes statistiques, parce que moi, ouais. Tu pensais que c'était moins? Moins? Ben, beaucoup moins. Ben oui. Oui. Je suis quand même surpris. Généralement, puis je pense qu'on parlera de couple tout à l'heure, là, mais Ouais. généralement, c'est plus les femmes qui font le budget. Ça, j'ai pas la statistique, mais c'est plus les... J'ai pas de misère à croire. Ouais, c'est pense que oui. plus les femmes qui s'intéressent aux dépenses. Les hommes, c'est plus l'investissement, l'immobilier, comment faire fructifier l'argent. Les femmes, c'est plus Et pourtant, l'organisation. Mais je le remarque aussi même à l'école, tu sais, les femmes sont plus organisées, ils savent c'est quoi les dates d'examen, ils ont leur cahier, leur agenda, tout est prêt. Le gars, il se présente le jour de l'examen, il sait même pas qu'il y a un examen. Là. Surprise! c'est ça. Oui, bonjour, examen aujourd'hui. Hein? Puis là, tu dis, sors ton agenda, j'ai pas d'agenda. Il y a quoi? Il y avait un agenda? J'ai pas de misère à croire pour ça, par exemple, que les femmes sont en général plus structurées, plus consciencieuses. En tout cas, ça, là. Plus organisées, plus ils vont plus analyser ce genre de trucs-là, en effet. Ouais. Parlons aussi de l'argent ne dort jamais. Fait que là, on t'a introduit avec ça, puis on s'est rencontrés grâce à cette page-là, avec la page du Ban Immobilier, où on fait un petit peu de partenariat pour justement, on a la même mission dans deux domaines différents. Puis, parle-nous un petit peu de comment c'est parti cette page-là, qui a un franc succès, là, qui est très populaire sur Facebook. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas encore sur la page, allez ajouter la page L'argent ne dort jamais. Plein de trucs sur différents aspects de la finance et un petit peu d'immobilier aussi. Donc, parle-moi un petit peu de comment c'est parti. En fait, l'idée, c'était en avril 2019. C'était parti, en fait, du fait que j'avais une page Facebook, EducFinance. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, Facebook avait changé l'algorithme. Puis, ça faisait en sorte que les pages étaient avaient moins de portée. Et en même temps, je réalisais aussi qu'en ayant une page, je trouvais que moi, je mettais du contenu, mais c'était à sens unique, dans le sens où il n'y avait pas de discussion avec les gens. J'essayais de donner du contenu éducatif toujours, là, puis c'est ma mission. Mais j'avais pas de conversation avec les gens, puis ça donnait pas l'opportunité aux gens de poser leurs questions. D'échanger, de partager. Ouais, c'est ça. Puis moi, mon but, c'est d'essayer de répondre aux questions des gens, parce que c'est ça la problématique, c'est que les gens ont des questions à tous les jours sur leurs finances. On prend entre 5 et 10 décisions financières par jour en passant. Donc, que ce soit café, acheter, je sais pas, transport, etc. Fait que on prend quand même beaucoup de décisions à tous les jours, puis des fois, on les prend sans trop réfléchir ou en ayant des conseils des proches, en ayant des conseils d'étrangers. Moi, je suis pas toujours bon. Voilà. C'est bon de le rappeler. Ou de ses propres expériences, ses propres erreurs. Fait que l'idée est partie de là. Je me suis dit, c'est mieux de bâtir une communauté, un groupe, où là, il va y avoir des professionnels, il va y avoir des gens qui ont des questions. Puis, à la base, c'était moi qui voulais répondre aux questions des gens, parce que c'était moi qui l'avais lancé. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait des professionnels qui se rajoutaient de tous les milieux, fait que ce soit des spécialistes en finance, en assurance, en immobilier, en fiscalité, etc. Puis ça donnait quand même des niveaux de réponse très intéressants. En fait, ça a été un des défis, c'est de s'assurer que
Le contenu était juste, les réponses étaient exactes. Voilà, exactement. Puis sinon, ça revient aux voisins qui donnent des conseils, là. Fait que je voulais m'assurer aussi que le contenu puis les réponses étaient bonnes. Puis les gens aimaient ça parce que il y a un côté aussi où je fais participer les gens, tu sais, je détends un petit peu l'atmosphère parce que des fois, c'est un sujet un peu sérieux, puis c'est l'angle qu'on prend pour en discuter, ça change tout. Si c'est trop sérieux, les gens embarquent pas, les gens, ça les intéresse pas, ils passent à autre chose. Mais quand on l'amène d'une façon plus légère, généralement, les gens apprennent plus, puis ça leur donne le goût d'en apprendre plus, là. Puis je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent vraiment ça a changé beaucoup de choses dans leur vie, puis que grâce à ça, ça leur a permis de lire des livres, bon, des témoignages vraiment incroyables. Mais je me dis, j'ai réussi la mission parce que je crée de l'intérêt à des gens à la base qui n'en avaient pas forcément sur plein de sujets. Fait que ça remet des perspectives, ça change des carrières, ça change plein de choses dans la vie des gens, là. Mais par l'entremise de la page, tu rends les finances et les différentes facettes de la planification financière accessibles aux gens. Exactement. Puis, je suis moi-même sur la page. Je commande pas beaucoup, mais je trouve que tu donnes et tu partages beaucoup d'outils qui sont très pratico-pratiques et tout à fait utiles et pertinents. Je pense notamment dans le coin des impôts, tu avais un pense-bête en 8 points. Tout est relevé, T4, T4A, si tu as fait des dons, si tu as fait des déductions, si tu as des enfants, tu as des crédits ou des relevés pour les frais de garde, as-tu vendu, acheté une propriété, puis tu sais, par point, tu sais, tous les documents, puis la petite liste d'épicerie là, de documents qu'on doit fournir au comptable pour s'assurer d'avoir tout en main à la journée de notre rencontre ou notre rencontre virtuelle dans la situation dans laquelle on est. Exactement. Donc, chapeau, vraiment, là. Mais comme tu dis, puis ça revient un peu à mon application, c'est qu'au final, c'est les outils que les gens aiment le plus parce que si on s'arrête aux informations, à l'information puis au concept, les gens ne mettront pas en application. Si on leur propose un outil pour les aider justement à « OK, c'est la période des impôts, c'est lourd, je comprends rien, non. » Mais si on leur propose un outil, là, tu prends un exemple d'un outil, mais j'en ai fait plein des outils. J'ai même une boîte à outils. Ouais. Mais donc là, ça leur simplifie un petit peu la tâche, puis là, ça devient moins compliqué. Puis j'ai même eu, pour donner un exemple simple, là, mais une prof qui savait pas qu'elle avait le droit à des crédits parce qu'elle payait des frais de scolarité. Puis il y a un montant qui est disponible pour ça. Mais c'est en lisant la boîte à outils qu'elle a découvert ça, puis elle m'a écrit pour me dire « Merci, je ne savais pas. Ça fait X nombre d'années que j'enseigne. » Fait que, j'en ai plein des exemples comme ça, mais souvent, c'est des outils qui permettent aux gens de se mettre en action. Ah, puis c'est tout à ton honneur, là, honnêtement. Le genre de message que tu as, ça doit être... Souvent, on part ça un peu d'un but d'aider les gens, mais souvent, je pense au ban immobilier ou même au podcast qu'on fait actuellement. Moi, j'ai parti ça parce que c'est mon désir de donner du contenu. Puis pour moi, je me disais, je donne du contenu, puis les gens s'en vont avec ça, puis c'est correct, t'sais. On pense pas qu'il va y avoir nécessairement une rétroaction. Moi, en tout cas, je suis parti un peu innocemment. Je reçois des messages, moi aussi, à chaque jour, comme hey, c'est vraiment, j'ai apprécié, ou le banc d'immobilier, ou c'est la même chose sur ta page, où les gens, on change des vies, des fois, de dire hey, juste par ton conseil, j'ai fait ou j'ai pas fait ce move-là. Puis, moi, j'ai des gens qui m'écrivent à cause de toi, j'ai commencé à faire de l'immobilier, puis tu as rendu ça facile. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir dans une vie, d'acheter un immeuble, mettons, à, 25-30 ans, au lieu de l'acheter à 50 ans, au même titre que les placements avec la croissance multiple, mettons, dans un REER ou dans un CELI. C'est le genre de truc, des fois. Puis, c'est compliqué quand même faire de la business puis faire de la finance au Québec, là, les deux paliers d'imposition. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est du chinois. Là. C'est pas agréable. Là. Fait que, c'est pas tout le monde. Puis je pense de démocratiser ça, c'est tout à ton honneur. Puis je te félicite. Puis moi aussi, je suis la page, puis je suis content de te recevoir. Puis les gens qui suivent pas la page, je le répète, là, c'est vraiment... il y a différents outils, entre autres sur les cartes de crédit, là, les meilleures cartes de crédit. Ça va sur tous les horizons. C'est vraiment, vraiment une belle page. Félicitations. Merci beaucoup. Puis justement, c'est le fait qu'on parle de plusieurs sujets, fait que ça fait une variété de contenu. Ouais. Fait que même la personne qui est tannée, je sais pas, de voir les questions sur le R3E, le régime enregistré d'épargne-études, à un moment donné, dans une même journée, il va avoir 10 sujets différents. Là, fait que on peut classer par sujet, puis on peut juste regarder les publications ou les sujets qui nous intéressent le plus. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que les gens restent actifs. Parce que c'est ça un peu le danger des groupes, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils stagnent, puis ils finissent par pas revenir. Puis j'ai très, très souvent des gens qui me disent «
je suis sur Facebook juste pour ta page. Ça, je l'entends très, très souvent. Puis ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire parce que ça montre que la personne, elle prend son téléphone, puis avant de dormir, là, elle va sur la page juste pour ça. C'est, comme tu dis, on le fait sans réaliser l'impact que ça peut avoir. Puis quand on nous le partage, c'est encore mieux. Fait que moi aussi, je tiens à te féliciter parce que je sais que tu dois avoir la même chose, puis vous avez exactement le même impact, là. Ça demande beaucoup de temps là, quand même pour les gens qui tu sais, puis souvent les gens, il y a toujours les 2-3 chialeux qui disent mais là, t'as laissé ce commentaire. Pour les gens qui comprennent pas, là, puis on en parlait un petit peu avant le micro, c'est énormément de gestion avoir un groupe comme ça parce que c'est aussi de filtrer les réponses puis de s'assurer que ça fait du sens. On se trouve quand même à être des experts dans nos domaines respectifs. Puis même des fois, tu vas me taguer sur des publications ou taguer des gens dans du banc parce que est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Moi, je suis pas un expert en fiscalité, je suis pas un expert en carte de crédit, mais chacun est expert. C'est de taguer les bonnes personnes. Puis des fois, mais on peut pas tous connaître non plus. Puis c'est de s'assurer qu'on donne des bonnes réponses aux gens. Puis c'est souvent ça l'enjeu, surtout avec la croissance du nombre de membres, parce que souvent, on est beaucoup dans le Facebook, le nombre de likes, le nombre de... Nous, puis je pense que toi aussi, on a déjà eu la discussion, on ne vise pas nécessairement le plus de personnes sur ces pages-là. Oui, mettons, pour communiquer l'information, mais des fois, ça amène un enjeu négatif où des fois, la qualité est diluée. Puis on veut avoir, en tout cas, nous, de notre côté, puis je pense que c'est la même chose de ton côté, c'est de viser une page qui a des bons échanges et du bon contenu, puis pas toujours avoir la même question non plus. C'est qu'on a si le nombre vient avec, tant mieux, mais le contenu, pour nous, c'est... Puis en passant, moi, je suis pas tout seul, là. On est 6... j'ai 5 autres modérateurs avec moi, puis ils font un travail exceptionnel. Puis nous aussi, on filtre parce qu'on reçoit 30 à 40 questions par jour, puis on peut pas malheureusement tous les accepter. Puis comme tu dis, ça fait des gens qui sont pas contents, mais en même temps, c'est pour le bien de tous, dans le sens où pour la communauté. Fait qu'on sélectionne les questions les plus pertinentes. Des fois, on va taguer sur d'anciennes publications pour éviter que le sujet revienne tout le temps. Fait qu'on fait un gros travail d'arrière-scène qui fait que le contenu est bon, puis que les gens... Exactement. Puis nous, la croissance, puis je suis sûr que vous aussi, c'est que organique, là. Maintenant, c'est les gens qui rajoutent leurs amis, qui rajoutent leur famille, parce que ils parlent de finances à l'extérieur. Fait que là, ils disent « Ah, viens te rajouter à cette page-là. » Fait que je fais j'en parle presque plus, sauf quand on m'invite comme ça, là, dans des émissions. Mais sinon, c'est de l'autopromotion. Puis moi, à partir de 10 000, j'ai arrêté de compter. Pour moi, c'était... Je m'étais dit, 10 000, ce serait le fun d'avoir une page Facebook avec 10 000 membres, c'est incroyable. Puis maintenant, le reste... là, je fais même des événements. À 30 000, j'ai fait une petite danse. Puis là, à 40 000, on se posait en faire une autre, juste pour célébrer que maintenant, c'est devenu... Oui, tout à fait. Puis je pense que, en fait, la base de ça, c'est qu'il y a un besoin. On a parti ça parce qu'il y avait un besoin. Nous, quand on a parti cette page-là, il y en a plein, des pages immobilières. Mais nous, on voulait amener ça d'un côté peut-être un peu plus humain, puis aussi... pas de mensonges, pas de bullshit, pas de publicité. Sur ta page non plus, tu n'acceptes pas les publicités ou très rarement. Ou des fois, il y a une plage qui est réservée à faire ça. Puis je pense que c'est ce que les gens apprécient. Puis nous, c'est ce qu'on a cerné quand on a parti un peu comme toi, là, un coup de tête, on a parti ça. Puis on dit, gars, s'il y a 500 personnes sur la page, ça va être le fun. Là. Puis là, on est rendu à 10 000 plus. Là. Puis je pense à un moment donné, vous avez eu une croissance incroyable. Je me rappelle plus c'était quoi la date. Ouais, c'est quand on a fait un petit partenariat, mais je pense de votre côté aussi, ça a mis, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est que le ban de l'immobilier, dont je suis admin avec plusieurs autres, puis Youssef, on se parlait, puis on appréciait nos pages mutuelles, puis on a décidé de faire une espèce de teamwork, de partenariat où on a sharé chacun sur nos pages. Moi, je l'aurais fait de toute façon. Exactement, là, même aussi. Puis finalement, parce qu'il y a des gens en immobilier qui ne connaissent pas la finance ou les rudiments de la comptabilité, de la fiscalité, ce genre de trucs-là et vice-versa. C'est du sujet qui s'entrecoupe quand même étroitement. Souvent, les gens vont taguer aussi la page du banc comme référence parce que je pense que vous êtes devenu la référence en immobilier au Québec. En tout cas, la référence sérieuse. Oui, exactement. Fait que, non, mais on travaille fort, mais tu sais, pour en résumé, le but de ça, c'est de dire aux gens qui nous écoutent souvent, puis c'est quand même beaucoup de temps à administrer ce genre de groupe-là. Puis les gens s'en rendent pas compte, puis des fois, on reçoit des commentaires négatifs où on est comme, on peut pas plaire à tout le monde, puis on n'a pas des employés, là, on fait pas d'argent avec ça. C'est ça. Mais ceci étant dit, félicitations, je suis très content Merci beaucoup de ton initiative. Puis en plus, je pense que ça sert à tout le monde, puis je pense que c'est bon pour les gens en général aussi de bien comprendre les rudiments et la base de la finance. Je pense que on parle souvent là, actuellement de la crise du loyer, ce genre de trucs-là, puis
les ratios, mais tu sais, des fois, les gens ne réalisent pas le genre de dépenses qu'ils font, puis qu'il n'y a pas de bon sens ou qui ne fonctionnent pas avec leur stratégie. Là. Fait que, des fois, c'est des petits outils qu'on peut avoir un peu plus d'argent. Avoir une carte de crédit, exemple, qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Des fois, c'est énormément d'argent qu'on donne alors qu'on pourrait la gérer autrement. Puis... Exactement. Puis des fois, c'est juste une question d'habitude. C'est que les gens ont pris l'habitude de gérer leurs finances d'une certaine façon. Puis c'est difficile des fois à sortir comme de mauvaises habitudes. Puis des fois, ça prend vraiment un nouvel environnement. Puis je pense que c'est un petit peu ça aussi qui est difficile pour les gens, c'est de changer leur environnement. Surtout des fois, dépendamment de l'éducation qu'ils ont eue, mais de sortir de ça puis d'avoir une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'investir, une nouvelle façon de gérer un budget. C'est difficile de faire ça, mais ça prend un environnement pour justement changer ses comportements. Tout à fait. Maintenant, on arrive dans le parcours d'entrepreneur. Ça fait pas tellement longtemps, tu l'as mentionné. Ouais. Parle-moi un petit peu des problématiques ou des enjeux que tu as vécu. Tu as suggéré aux auditeurs de ne jamais partir d'une application. Parle-nous un petit peu des enjeux que tu as vécu dans ce processus-là, dans le fond. C'est sûr, moi, à la base, comme je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc c'était un défi. Mes parents sont ingénieurs, donc moi-même, je me suis lancé un peu dans la finance un peu par hasard, disons. Donc, forcément, j'avais pas forcément toutes les compétences, disons, qu'un entrepreneur peut avoir. Le côté vente, le côté marketing, le côté gestion, pas si mal, parce que j'ai étudié pas en comptabilité finance, fait que j'avais beaucoup de ce volet-là, mais il manquait quelques aspects, disons, de la gestion. Puis, n'importe quel projet, ça prend 3 choses. Ça prend l'idée, un produit, ça prend des clients, puis c'est la rencontre entre le produit et le client. Fait qu'il faut réussir à convaincre les gens, mais il faut être capable de diffuser aussi son message. Fait que je te dirais, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Fait que ça a été un peu mes difficultés les dernières années. Fait que là, on parle d'une page Facebook qui fonctionne, mais c'est pas inné chez moi, dans le sens où moi, je suis quelqu'un d'introverti. Ça peut paraître bizarre, mais en plus, je donne des formations à l'année longue, mais je suis pas forcément quelqu'un qui s'expose ou qui est très réseaux sociaux, mais j'ai dû apprendre à le faire parce que ça fait partie du projet dans lequel je me suis lancé, puis j'ai quand même des grosses ambitions, puis je veux, comme j'ai dit, atteindre beaucoup de gens, ou en tout cas aider beaucoup de gens. Donc le parcours, ça a été beaucoup d'apprentissage, beaucoup de lecture, beaucoup d'inspiration d'entrepreneurs pour essayer de baigner un petit peu puis changer un peu le mindset, parce que je suis encore enseignant, parce que j'aime ça aussi, là, mais je suis encore enseignant à temps plein. Et quand on est enseignant, c'est la sécurité, c'est un salaire fixe, c'est un horaire, raisonnable. Puis là, je me lance dans un projet où il n'y a plus d'heures. L'argent ne dort jamais, mais des fois, Youssef dort jamais aussi, là. Parce que des fois, on est dans des périodes où ça exige beaucoup de travail. Est-ce que tu vas continuer à enseigner? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Je veux pas dire non, mais peut-être à un moment donné, j'aurai à prendre la décision, mais j'aimerais bien continuer, oui. Parce que j'aime ça, là. Surtout que là, j'enseigne à des plus jeunes, fait que c'est une façon aussi de redonner. Mais à un moment donné, peut-être j'aurai un problème d'horaire. Pour le moment, ça se gère bien, parce que au cégep, l'horaire est quand même assez flexible, qu'on peut faire les deux. Mais dépendamment de la croissance que ça va connaître, peut-être que j'aurai à prendre d'autres décisions. J'espère qu'il n'y a personne qui m'écoute. Il n'y a personne qui écoute ça, de toute façon, c'est correct. Donc, c'est ça. Donc, ta question, c'était comme plus les défis ou le les parcours? Enjeux. En fait, tu m'avais parlé, je vois une des réponses que tu m'avais mentionnées, puis ça m'intrigue, c'est tu m'as marqué commencer plusieurs projets et ne pas aboutir. En fait, ça, c'était avant de lancer l'application parce que j'avais eu d'autres idées auparavant. C'est jamais la première idée qui est la bonne. Donc, j'avais lancé initialement un projet, c'est toujours le même objectif, mais j'ai créé un jeu de société pour qu'il soit utilisé justement dans les écoles primaires, secondaires, pour enseigner les finances, donc pour faire expliquer le concept de budget. Puis je l'utilise dans mes cours encore. Fait que le projet a abouti, mais j'ai pas réussi à le commercialiser parce que c'était trop difficile. Puis le système scolaire, aller vendre un produit dans les écoles, c'est vraiment compliqué. Fait que
j'ai mis de côté ce projet-là. J'ai pas été au bout. J'avais essayé comme plusieurs idées entrepreneuriales. Des fois, c'était peu réaliste là. Des projets où je voulais faire une plateforme pour d'embauche. Parce que je trouvais que les CV, on est encore avec des CV classiques là. Je sais pas depuis combien de temps on fait ça. Puis moi, j'avais eu une idée un peu plus originale de transmettre des CV aux employeurs, mais c'était sous forme de vidéo. Je me rappelle plus le nom que j'avais donné, là, mais c'était un projet que j'avais commencé, j'avais mis beaucoup d'heures. J'avais un ami qui est programmeur qui s'était lancé aussi là-dedans. On a passé plusieurs mois, puis finalement, le projet c'était trop compliqué de le faire. Puis il y avait une question aussi de faire des vidéos. Il y a tout le côté aussi des données personnelles des gens, puis de la confidentialité. Donc j'ai testé plusieurs projets en fait avant qui ont rien donné, puis finalement lui ça a été celui où j'ai mis peut-être le plus d'énergie, où je croyais le plus, puis j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Puis c'est pour ça que ça a évolué, puis ça en est, c'est là où ça en est aujourd'hui là. Ben, je pense que c'est le parcours quand même traditionnel, ou du moins le parcours d'entrepreneur. Tu sais, c'est jamais tu faisais tantôt, quand tu me faisais des ups, des downs, je dis, c'est exactement la définition d'un entrepreneur. Tu sais, c'est jamais un chemin droit, tranquille. Moi, dès qu'il y a 1 ou 2 journées avec des bonnes nouvelles, là, je me dis, OK, demain, ça va être... demain, il y a quelque chose qui se passe, là. Tu sais, on le sait, là. Tu sais, si ça va trop bien, il y a quelque chose, à un moment donné, qui va bloquer. Puis il faut être assez optimiste puis assez positif dans la vie pour... Même dans les moments où, justement, rien fonctionne, tu sais, t'as le goût d'abandonner. Pendant 4 ans, là, je compte même pas le nombre de jours où je disais, OK, ça fonctionnera jamais. C'est impossible que je finisse ce projet-là. Puis finalement, ben, c'est ça, il faut persévérer, il faut continuer, même si on pense que la Terre va arrêter de tourner puis que ça marchera jamais. Au contraire, c'est là où il faut redoubler d'efforts puis rester positif et optimiste, là. Tout à fait. Je pense que c'est déjà ça amène à table au conseil. C'est déjà un bon conseil. Ouais. Donne-nous des conseils que tu donnerais à des entrepreneurs et les caractéristiques que ça prend, en fait, pour être un bon entrepreneur. Ben, c'est sûr que, encore là, ma carrière d'entrepreneur, elle est très embryonnaire, mais ce que je réalise, c'est que des fois, on pense, on veut l'idée du siècle qui va nous rendre riches ou l'idée du siècle qui va faire en sorte qu'on va créer une entreprise. Mais moi, je pense que l'idée vient un peu par elle-même, puis c'est un processus. Donc moi, ce que je conseille très souvent, c'est de dire, ben, commence par lancer des projets au lieu de vouloir créer une entreprise dès le début. Si tu n'as pas encore d'idée, ben, lance des projets. Ça peut être des projets bénévoles, ça peut être des projets lucratifs ou non lucratifs, peu importe. Ça peut être une boutique en ligne. Commence par faire quelque chose. Puis en faisant un projet, ce que ça fait, c'est que tu vas apprendre toutes les facettes, en fait, de la création jusqu'à la vente, jusqu'à la relation avec un client. Puis des fois, c'est juste comme de faire un petit projet, ça t'amène justement à apprendre. C'est formateur. Et formateur, exactement. Moi, je trouve que c'est la meilleure école parce qu'en faisant, ben, on apprend encore plus. Puis là, le 2e, 3e, peut-être ça va être le 4e projet qui va vraiment faire du sens, puis que vraiment, ça va être un projet porteur. Mais d'en faire avant, pour moi, c'est le best. Puis d'apprendre sur le tas. Donc là, l'autre conseil, c'est de ne pas avoir peur aussi de se faire aider, de lire, de regarder des vidéos. Maintenant, on peut avoir accès à tout. Moi, j'ai tout appris par moi-même. La partie programmation, j'ai un programmeur avec moi, là, une chance. Sinon, c'est clair, j'aurais abandonné, mais il y a plein de trucs que j'ai dû apprendre par moi-même. Puis, des fois, on veut, j'ai une idée, puis je vais déléguer... on veut déléguer toutes les tâches, puis finalement, nous, on a juste eu l'idée, puis on veut devenir riche avec ça. Mais au final, il faut que tu mettes la main à la pâte, puis que tu t'apprennes tout, et que tu fasses tout avant d'être capable de déléguer justement certaines tâches. Fait que, puis ça, forcément, ben, je pense que toi, tu l'avais dit dans ton podcast, il faut être autodidacte. Donc, il faut apprendre par soi-même pour justement être capable de le faire, même si on ne le fait pas parfaitement, c'est pas grave. À un certain moment, tu auras les ressources pour pouvoir le déléguer, puis ça sera parfait à ce moment-là. C'est correct de se tromper, là. Ah ouais, exactement. Puis c'est pas un chemin, c'est pas une rivière tranquille qui coule tranquillement. Puis, tu sais, en fait, pour reprendre ce que tu disais que j'ai parlé à mon podcast, c'est que souvent,
je trouve que les gens sont paresseux, sont intellectuellement paresseux. Puis pour moi... JP, quand t'as dit cette phrase-là, là, je suis comme, est-ce que c'est moi qui viens de la dire ou c'est lui, là? Puis en fait, Je le c'est dis pas pour être souvent. méchant, là, Ah, c'est non, juste non. pour faire comprendre aux gens que si tu veux être entrepreneur puis que tu n'es pas capable d'aller sur Google, ça prend le même temps d'ouvrir ton Facebook que d'ouvrir ton Safari ou ton Google Chrome puis d'aller dessus puis de taper ta question. Puis dans peut-être 80% des cas, tu vas avoir ta réponse. Tu sais, on va donner un exemple. Là, tu sais, souvent, les gens, nous, en immobilier, posent des questions. Là, c'est le temps des renouvellements dans quelques semaines, mois, là, que c'est plus la grosse période. Il y a des informations que tu fais juste taper. Je pouvais taper la question telle quelle sur Google et la réponse sort dans le premier lien. Soit le site d'Atal, soit Éducalois, soit un autre site de pertinent, parce qu'il y a des sites non pertinents aussi. Là. Mais tu sais, je pense que de ne pas faire ces étapes-là, pour moi, en fait, ça devient comme un peu insultant parce que ça va me faire plaisir d'aider les gens. Mais tu sais, débrouille-toi un peu. Fais un Si minimum tu d'efforts. me donnes une situation particulière, voici ce qui s'est passé dans ma situation particulière, ça va me faire plaisir de t'aider. Mais si tu me dis c'est quoi un REER, je pense qu'on est rendu là quand même en 2021 où quand tu tapes REER sur Google, tu vas avoir probablement des institutions financières qui vont sortir, qui veulent t'en vendre, mais qui vont t'expliquer quand même c'est quoi. Puis après ça, tu peux défiler ça, une page, deux pages, tu vas trouver du stock là, vraiment pour te noyer là-dedans. C'est juste ça. Tu sais, des fois, je pense que en plus, quand on veut devenir entrepreneur, il faut se débrouiller, c'est de la résolution de problèmes à chaque jour. Ben, si t'es pas capable de taper sur Google, j'ai peut-être un enjeu à savoir si tu vas devenir un bon entrepreneur. Ouais. Ben, je suis 100% d'accord. Puis je pense que c'est aussi la nouvelle génération sont beaucoup comme ça, font peu d'efforts, puis ils veulent qu'on leur donne tout à portée de main. Puis ça, c'est difficile aussi qu'on est justement débrouillard ou on est autodidacte. Des fois, on nous pose la question, puis la personne n'a même pas fait l'effort de chercher, puis elle s'attend à ce que je lui donne la réponse. Là, fait que, Tout à fait. Puis même des loupes là, sur des groupes, là, des fois, on a une question qui mentionne quelques mots. Juste la loupe là, en haut à droite. Là, et, il sort souvent beaucoup de contenu aussi. Puis malheureusement, les gens, c'est ça que j'ai l'impression, ils s'attendent tout le monde, mais sans donner. Sans donner. Fait que, tout à fait. Tu m'as marqué une phrase dans tes conseils, puis tu n'en as pas parlé, puis je la trouve vraiment pertinente. Créer le maximum d'expérience au lieu de vouloir gagner un salaire lorsqu'on est jeune. J'ai le goût que tu m'expliques ça. Ben, en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vois, pour vous donner une idée, là, parce que moi, je suis un peu sur le terrain, fait que je le vis, là, mais les étudiants au cégep, là, à 90%, ils travaillent. Fait que, ils ont entre 17 et 20 ans, puis ils travaillent tous. Puis des fois, c'est des horaires quasiment temps plein. Là. Fait qu'ils étudient temps plein, puis c'est du 15, 20 et plus là, d'heures par semaine. Il y en a que c'est correct parce qu'ils ont une réalité aussi, puis ils ont un appartement, mais pour plusieurs, ils habitent avec leurs parents, puis ils travaillent beaucoup. Puis des fois, ils travaillent, comme je dis, pas forcément pour les bonnes raisons, parce que l'argent, ils l'accumulent, majoritairement, ils le dépensent, puis c'est dans des biens de consommation. Puis je trouve que c'est un âge où, au contraire, ils devraient diminuer le nombre d'heures, voire ne pas travailler s'ils peuvent. Puis au contraire, c'est d'utiliser ce temps-là, parce qu'au final, ils échangent leur temps pour de l'argent, à un salaire très, très faible. Lorsqu'on est jeune, pas d'expérience, pas de diplôme, on ne gagne pas des revenus super élevés, mais d'aller justement se former avec des expériences. Fait que, je pense, exemple, aux associations étudiantes. Il y a souvent des groupes d'entrepreneuriat, des groupes d'improvisation. Moi, j'aurais adoré... Moi, c'est un conseil que j'aurais aimé comme donne. J'aurais aimé faire de l'improvisation au cégep. Là. Parce que ça te forme à bien communiquer, à improviser et tout ça. Même dans les universités, souvent, il y a des associations étudiantes, etc. Mais juste ça, je trouve que c'est des belles expériences parce que tu te fais un réseau de contacts, tu apprends, tu rencontres des gens. Des fois, il y a le maire de Laval qui vient rencontrer les jeunes entrepreneurs. Ça te permet vraiment de faire connaissance mieux qu'un travail routinier que tu fais. Puis, OK, oui, c'est bien, tu gagnes de l'argent, mais c'est pas ça qui augmente ta valeur à cet âge-là. Puis d'ailleurs, Pierre-Yves McSween en parle dans son livre. Il dit la première étape, c'est d'augmenter sa valeur. C'est vrai. Puis quand on est jeune, c'est encore plus important d'augmenter sa valeur parce que tu n'as pas encore d'expérience. Puis ça, tu peux le faire en faisant du bénévolat, en faisant des petits projets, comme on disait tout à l'heure. N'importe quoi qui va justement t'enrichir en tant que personne. Puis plus tard, si tu as envie d'être salarié puis travailler pour quelqu'un, c'est correct, mais au moins, même quand tu vas négocier ton salaire, tu as un bagage d'expérience. Ton CV est beaucoup plus intéressant quand tu as fait plein d'expériences que quand tu as travaillé
au Carrefour Laval, là, tu sais. Je pense que ça dépend de l'emploi aussi, tu sais, parce que je pense que personnellement, je pense que le travail étudiant est une expérience aussi en soi. C'est sûr que ce qu'on en retire de l'expérience n'est pas nécessairement la même d'un emploi à l'autre. Je pense à mon expérience à moi. Moi, j'étais sauveteur sur les piscines. Je suis une ancienne nageuse. J'étais très impliquée bon salaire, ça. J'étais impliquée avec la société de sauvetage. Ouais. C'est ce qui m'a amené un peu à partir ma première business, moi. Ouais. À 18 ans, j'organisais des cours de sauvetage en milieu océanique à Hawaï. J'amenais des groupes de 40 sauveteurs québécois à aller faire leur formation là-bas. Donc, je pense qu'il faut nuancer aussi ce que le travail représente et ce qu'on va chercher. Mais là, je te parle vraiment d'emploi juste pour le revenu, tu sais, où est-ce qu'ils apprennent rien, puis ça les intéresse même pas le faire, mais ils travaillent beaucoup d'heures, puis c'est pas la raison pour apprendre, c'est la raison pour gagner de l'argent, parce qu'ils pensent que, tu sais, en ayant de l'argent, ben, ils vont pouvoir impressionner leurs amis, acheter une voiture. Tu vois. Donc, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. Puis, d'être capable de renoncer, justement. Puis ça, c'est difficile pour des jeunes de dire, renonce à un revenu, puis va faire des expériences bénévolement. Tu sais, de faire des trucs, tu sais, puis on le sait, là, l'entrepreneuriat, combien d'heures on met de bénévolat, tu sais, on travaille sans se payer d'heures, sans se payer de salaire pendant des années. Des années, ben, c'est exactement ça. Ah ouais. Fait qu'il faut être capable d'apprendre à travailler pour rien monétairement. Ah ouais, et si dès le départ, tu sais, jeune, tu commences à travailler, puis là, c'est ta seule motivation, puis comme tu dis, ça dépend du type d'emploi, mais quand c'est ta seule motivation, c'est le côté monétaire, je trouve que c'est dommage parce que tu perds quand même des années importantes. Puis quelqu'un qui fait ça, puis moi je le vois avec des étudiants justement qui s'impliquent beaucoup. Souvent, quand ils vont à l'université puis ils finissent, c'est les gens les plus... ils vont vite après. Là. Ils vont avoir des postes super élevés ou ils vont se lancer en affaires. Je vois vraiment un écart entre les gens qui sont impliqués versus ceux qui ne le sont pas parce qu'ils sont beaucoup plus matures. Fait que forcément, ils ont des ambitions puis ils ont un réseau de contacts tellement différent que je trouve ça c'est enrichissant pour des jeunes. Non, on parle bien sûr. Je pense que c'est un très bon point. Puis je pense que Christiane amène une nuance qui est importante. Puis moi, de comment je l'interprète, c'est un peu entre les deux, entre vous deux. Puis pour moi, mettons, qu'est-ce que tu dis, c'est de ne pas aller travailler nécessairement pour l'argent. Puis ça va un peu avec ce que tu sais au niveau des expériences. Je pense qu'en tant qu'employeur, mettons que j'aurais engagé un étudiant ou quelqu'un qui sort ou à l'université, où je vais plus avoir une importance sur, mettons, justement, qu'est-ce qu'il a accompli. Mettons, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait ci, j'ai fait ça, que, exemple, j'ai travaillé à servir des cafés en quelque part. T'sais. Exactement. Parce que, puis sans dénigrer ça, là, ça en prend des gens, puis c'est 100% correct, mais je pense que ça amène... Tu sais, exemple, j'ai une idée en tête depuis tantôt, c'est tu parlais d'associations étudiantes. On va organiser, mettons, un party. C'est niaiseux, là. Ça a l'air facile, mais tu sais, OK, faut que tu fasses affaire des sous-traitants, on va faire du marketing, on va faire... C'est comme une business. Là, exactement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu parlais de courbe entre... Je pense que c'est peut-être de combiner les deux ou pas juste... Puis ça revenait à l'épisode de la semaine passée, je reviens encore sur Pierre-Olivier où il disait, tu sais, travailler pour l'argent, que pour l'argent, il y a du monde qui font que ça, tu sais, puis à un moment donné, c'est d'avoir du fun, puis l'argent, c'est une conséquence. L'argent, tu devrais toujours te passer en premier le plaisir, puis l'argent va devenir une conséquence. Puis c'est un peu comme ça, je le vois, même en étant étudiant, où c'est important de travailler. Il y en a qui ont évidemment, chaque situation est différente. Il y a des étudiants qui n'ont pas le choix, mais je pense que dans le futur, je pense que c'est formateur, puis je pense que les expériences amènent un vécu qui est différent. T'sais. Ceci étant dit, c'est déjà la pause. Donc, n'oubliez pas, pour toutes les personnes qui nous écoutent, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaires, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. De retour de la pause avec Christiane, co-animatrice, avec Youssef qui a fait une première partie incroyable. Wow, en feu. Incroyable. Là, en fait, on avait d'autres sujets qu'on voulait jaser avec toi, dont les différentes options d'investissement. Tu m'avais marqué marché boursier, marché de capitaux. J'ai goût que tu me parles un petit peu de ça au niveau de l'investissement général, mettons. Ouais. Donc là, on reste avec les finances personnelles, disons. Ouais. Donc au niveau des options, c'est sûr qu'en 2021,
Maintenant, les placements sont devenus beaucoup plus accessibles pour les gens. Donc là, on pense aux nouvelles applications, Wealthsimple, Questrade, toutes les plateformes de courtage, d'ailleurs, qui ont eu un nombre d'inscriptions énorme depuis le début de la pandémie. Puis, justement, c'est devenu beaucoup plus facile maintenant d'investir. Donc, que ce soit en construisant son propre portefeuille d'actions ou d'obligations, là, ou des titres individuels, ou tout simplement en achetant des fonds, que ce soit des fonds communs ou des fonds négociés en bourse. Fait que maintenant, c'est devenu très accessible l'investissement. Et justement, pour quelqu'un qui veut s'enrichir avec la bourse, donc vu que c'est devenu accessible, ça donne des opportunités aussi pour les gens. Donc là, pour les gens qui sont capables d'épargner, c'est sûr qu'il y a plusieurs options maintenant qui s'offrent pour nous. Puis lorsqu'on veut faire de l'investissement, souvent les gens, justement, ils mettent trop l'accent sur le rendement des placements, puis pas assez sur la fiscalité. Donc, puis la planification, je dirais, planification financière. Donc, la Christiane, là, elle est valide. Là. mais c'est vrai. Puis souvent, justement, il y a des gens qui ouvrent des comptes de placement en ligne. Puis, exemple typique, là, hier, une personne m'a dit ça. Là, j'ai ouvert un compte pendant la pandémie. Puis là, je lui dis, mais c'est un compte CELI, REER, c'est un compte pour vos enfants. Elle dit, non, juste un compte au comptant. Mais je dis, mais est-ce que vous savez que vous allez payer de l'impôt à la fin de l'année? Elle dit, non. Puis elle s'est construit un portefeuille d'actions. Juste pour donner cet exemple-là, donc la personne elle a ouvert un compte de placement, c'est bien, mais elle a oublié la base, c'est pourquoi tu ouvres le compte? C'est quoi l'objectif? Est-ce que tu vas le retirer à court terme, long terme? C'est pour acheter une maison? Puis deuxièmement, selon ta situation personnelle, familiale, c'est quoi qui est plus optimal? Donc, il y a un volet fiscal qui est très important parce qu'il faut avoir finalement une stratégie derrière. Donc, souvent, les gens veulent investir parce qu'ils veulent s'enrichir à court terme, mais je pense que c'est plus important d'avoir une stratégie justement beaucoup plus, avec une vision beaucoup plus claire de qu'est-ce qu'on veut faire, puis d'avoir un plan de match. Puis une fois qu'on a ça, là, ça peut être plus facile, disons, de répartir l'argent qu'on est capable d'économiser dans les différents véhicules de placement, puis dans les bons véhicules fiscaux. Donc, le conseil souvent que je donne, soit d'aller voir un professionnel justement pour faire un plan de match, puis si on n'a pas de connaissances au niveau des placements, cette personne-là va pouvoir justement faire notre profil d'investisseur puis savoir où mettre nos billes, nos fonds. Ou si on a un peu plus de connaissances puis on est prêt à en apprendre plus, même chose, ça peut être bon aussi d'avoir un professionnel justement pour avoir une stratégie initiale, puis après, tranquillement, de se former puis d'en apprendre un peu plus pour être un peu plus autonome. Parce que des fois, les erreurs que les gens font peuvent être très coûteuses parce que, justement, ils sont trop focusés sur le rendement à court terme puis pas assez sur une stratégie à long terme. Fait que ça, c'était un peu le conseil que je donnerais aux gens, c'est aidez-vous d'un professionnel pour avoir une vraie stratégie puis pas juste investir pour investir. Puis deuxièmement, continuez à vous éduquer puis une fois que vous aurez plus d'autonomie, là, vous pourrez gérer vous-même vos placements. Puis, ce qui se passe maintenant, c'est qu'au niveau des frais de gestion, c'est que souvent, maintenant, ce qui est à la mode, c'est « je veux payer le moins de frais de gestion ». Sauf qu'on veut payer moins de frais de gestion, ça veut dire on prend la décision de gérer nous-mêmes nos fonds. Fait que oui, on paye moins de frais, mais ça nous donne une certaine responsabilité par rapport à la gestion de nos investissements. Fait que c'est bien de vouloir économiser, mais est-ce que la stratégie est bonne? Est-ce qu'on est capable de faire la gestion? Est-ce qu'on va être émotif avec nos investissements? Souvent aussi, ça, c'est un gros volet que les gens oublient, là, mais le côté émotionnel, c'est quasiment 80% de l'investissement. Donc, des fois, d'avoir quelqu'un, un garde-fou là, qui est là pour justement s'assurer que le plan est là, qu'on le respecte, qu'on panique pas. Puis Christiane pourra rajouter, là je la vois là. C'est ça, j'avais dit, c'est ça sur le comment ça se fait qu'elle m'a pas interrompu? Non, je voulais te laisser parler justement, je voulais pas t'interrompre, okay. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis je le dis pas parce que t'es là, hein. C'est vraiment un conseil que je donne, puis c'est le plus logique parce que je vois les erreurs que les gens font, puis elles sont tellement coûteuses que je me dis, pourquoi tu as voulu sauver 1% de frais de gestion? C'est pour ça que t'as pas été voir un professionnel, mais tu débutes. C'est mieux de s'entourer. Oui, tu l'as bien dit. Puis, tu sais, je pense il y a eu une campagne il y a un certain temps aussi qui martelait beaucoup sur les frais de gestion. Puis, c'est vrai que plus les frais de gestion sont élevés, plus ça vient éroder le rendement. Sauf que
avec ces campagnes-là, les gens perdent de vue la réelle valeur ajoutée qu'ils vont chercher par le conseil. Et des fois, c'est ça qui rapporte puis qui fait une grosse différence, là. Puis je pense que c'est un superbe outil d'apprentissage d'avoir un compte autogéré où on investit nous-mêmes et tout ça, mais tu l'as dit, ça demande énormément de temps, d'implication de la part de l'investisseur, de recherche aussi dans les différents titres qu'on va acheter, les positions qu'on va intégrer dans notre portefeuille. Ça nécessite un rééquilibrage automatique ou un rééquilibrage de manière ponctuelle pour s'assurer que on est toujours bien en ligne avec le exact, pour avoir une bonne diversification. Donc, et c'est là où des fois les gens manquent la cible, c'est qu'ils mettent pas le temps ou ils ont simplement pas le temps, des fois les connaissances pour vraiment aller optimiser leur portefeuille. Je vous écoute, puis j'ai un exemple qui me vient en tête de quand j'étais en investissement dans une banque aussi, puis j'avais un client qui était venu me voir, puis il me dit « Ah non, je suis super bien diversifié. » Là, j'ouvre je demande les états de compte. Ouais, exact, les états de compte, puis je me rends compte qu'il est dans 3 banques différentes avec un portefeuille équilibré qui détient les mêmes stocks puis les mêmes obligations. Ça, c'est de l'éparpillement. Dans 3 institutions différentes. Ouais, mais je suis diversifié. Oui, mais tu sais, puis on s'entend au Canada, le nombre de stocks, mettons, dans les fonds, c'est souvent les 50, 100, 150 même, là, tu sais, on s'entend, là. Il y a souvent, tu sais, les banques sont en grosse majorité, il y a l'énergie, tu sais, puis les matières premières, ce genre de choses-là. En bout de ligne, tu sais, les gens pensent qu'ils sont diversifiés, mais des fois, tu sais, puis comme quand tu donnes l'exemple de CELI versus juste ça, tu sais, peut-être ça aurait coûté 1,5 de plus, mais elle aurait sauvé beaucoup d'argent, là, tu sais. T'es en panique, fait que là, je dis, au moins, fais le transfert, là, tu vas au moins payer, là, de l'impôt, mais au moins, ça va... Puis, tu sais, c'était quelque chose, en plus, qu'elle voulait investir à long terme. Fait que si je lui avais pas donné le conseil là, ça aurait eu une répercussion c'est énorme. C'est incroyable. Tu sais, je pense que ça remet encore l'emphase sur l'éducation de s'informer puis de lire un peu sur les différents véhicules de placement parce que c'est comme des poches. Là. Chaque poche, tu peux mettre n'importe quoi dedans, mais c'est d'investir dans le bon véhicule. Puis les professionnels sont outillés puis font que ça de leur journée. C'est pourquoi, c'est pour quel horizon. T'sais, on ne mettra pas dans un fonds de croissance si tu vas t'acheter une maison dans 2 ans. Là, dans un non-REER en plus. Il y a différentes stratégies qui, on ne les nommera pas toutes, là, mais il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place dans l'investissement, mais aussi dans des polices d'assurance, d'avoir un outillage. Puis que ces professionnels-là se parlent aussi, que ce soit le comptable, que ce soit le fiscaliste, que ce soit un planificateur financier, que ce soit un banquier. Des fois, on a quand même des banquiers au niveau du crédit. Tu sais que tout ça s'amalgame. Souvent, on est comme moi, mais là, mon comptable, c'est pas la même chose que l'autre. C'est supposé être une équipe multidisciplinaire. Puis là, évidemment, mais là, tu sais, le comptable peut dire une chose, l'avocat va dire une autre chose, mais c'est de voir c'est quoi la situation globale qui est la meilleure pour un entrepreneur, entre autres, mais aussi au niveau personnel. Puis tu as amené un autre élément aussi, comment est-ce qu'on va réagir avec les hauts et les bas de la bourse, là? L'année passée, en février-mars, là, quand les marchés ont planté, là, il a fallu gérer les émotions des gens là, à travers tout ça pour s'assurer qu'ils ne perdent pas le focus sur c'est quoi l'objectif, puis c'est quoi l'horizon de placement, puis... encore là, on a été chanceux parce que la reprise a été très rapide, ce qui est un événement record. Là. Absolument. D'habitude, moi j'ai connu 2008, là, je travaillais dans les banques en 2008, puis c'était pas du tout la même reprise que là. Je me dis, nous on a plus souffert en 2008 que les conseillers là, ou en tout cas que les gens là, parce que fallait juste attendre quelques mois, puis c'était bon, la reprise était tout à fait. Puis un autre point aussi pour les entrepreneurs, ça c'est quelque chose que je remarque très souvent, travailleurs autonomes, entrepreneurs, souvent ils vont pas différencier finances personnelles puis finances d'entreprise. Puis c'est un peu mélangé, puis déjà au niveau comptable, c'est très déconseillé. Mais aussi au niveau des finances, souvent on a des objectifs d'investissement pour l'entreprise, pour le côté business, et on doit avoir des projets pour le côté personnel, puis il faut vraiment séparer les deux. Dans le sens où faut se faire un budget au niveau personnel, puis regarder qu'est-ce que je peux tirer de mon entreprise qui va me permettre de réaliser mes projets personnels. Puis, en fonction de ça, le reste, je peux le laisser dans mon entreprise, puis réinvestir, puis faire des projets d'entreprise.
Puis je pense que c'est super important de séparer ça parce que ça fait en sorte qu'on ne dépend pas, ça aussi c'est une autre phrase que tu as dit, JP, mais tu veux pas travailler dans ton entreprise, mais tu veux travailler pour ton entreprise. Fait que de séparer justement les finances personnelles, mais on ne devient pas dépendant de son entreprise parce que là, on gère un budget personnel, puis on sait combien on a besoin de notre entreprise pour vivre. Fait qu'on fait rouler l'entreprise pour faire en sorte qu'on soit capable de tirer ça, puis le reste, on travaille pour que l'entreprise grossisse. Tout à fait. Puis ça me fait penser, le point que tu apportes, c'est en immobilier, entre autres, où le financement est très différent au niveau personnel que commercial. Puis il y a un moment où, fiscalement parlant, c'est peut-être pas la meilleure décision d'aller en entreprise en immobilier, mais au niveau du financement puis de la gestion de la croissance, c'est inévitable. Choix, Parce qu'à un moment donné, au niveau de tes ratios personnels, tu vas être barré. Là. Tu vas être barré partout, puis là, c'est en train de se restreindre encore plus. Des fois, quand je parle de parler avec tous les professionnels, là, le fiscaliste va dire « Ouais, mais attends, mais sauf qu'au niveau de la protection des actifs, c'est une bonne chose. Au niveau du financement, parce qu'à un moment donné, ta croissance va être stoppée. Oui, tu vas payer moins d'impôts, mais tu vas plus pouvoir avancer. » Fait que, c'est pas blanc ou noir. Chaque situation est différente. Je dis toujours en riant, ça dépend, là, mais ça dépend de chaque situation. Puis, ça en est un exemple. De gérer des immeubles, par exemple, au personnel, c'est correct d'en avoir. C'est avantageux sur certaines balises, comme c'est très avantageux sur certaines autres balises d'en avoir dans l'entreprise. Si on vise faire ça de notre vie, d'être un investisseur, un développeur immobilier, c'est impensable de pouvoir faire ça au personnel. Ça ne fonctionnera pas. Il y a différentes manières d'être créatif, là, mais à un moment donné, tôt ou tard, ça va arriver. C'est que c'est aussi bien de bien se setuper, de bien se avoir une structurer. structure, oui. Avec tous les professionnels, encore une fois, d'avoir une convention d'actionnaire, on ne le répétera jamais assez, là, mais encore des gens qui... On a des histoires d'horreur à chaque jour, fait que c'est important de le rappeler. Bien, je pense que le fil conducteur à travers tout ça, c'est d'avoir un plan. Que ça soit au niveau... Que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, d'avoir un plan va te permettre de bien gérer et d'optimiser dans l'immédiat, mais aussi va te permettre de gérer ta croissance à long terme. Ouais. Puis d'avoir un objectif aussi à long terme. Donc, de dire, OK, mais ça, c'est ma situation aujourd'hui. C'est quoi que je veux atteindre à long terme? Qu'est-ce que ça me prend? C'est quoi les étapes que je dois réaliser pour atteindre ça? Puis de prendre le recul, en fait, parce que des fois, on est tellement dans le quotidien, puis dans la gestion de problèmes, puis de trouver des solutions que, justement, on prend pas le temps de reculer puis de dire, OK, mais c'est quoi que je vise? Qu'est-ce que je veux atteindre? C'est quoi mes objectifs? Puis après, se remettre dans le bain, mais c'est juste prendre du recul, puis justement, comme tu dis, avoir un plan de, OK, mais comment je vais faire pour réaliser ça? Ben, c'est ce que je fais au quotidien qui va me permettre de faire ça, mais de jamais garder loin son objectif initial. Là. J'aime utiliser, puis je l'avais utilisé dans mon podcast à moi, l'épisode 10, je crois, JP. Exactement. Oui. Souvent, l'analogie que j'utilise, c'est le principe du road trip. C'est-à-dire que quand tu pars en voyage, tu as peut-être une destination en tête, minimalement. Je pense que JP t'a copié, hein, parce qu'il a utilisé Pour la vrai? même, je te jure. Mais en fait, c'est parce que on utilise... Non, mais en fait, c'est une destination, point de départ. Exactement. C'est pas très original, Christiane. Oh! Ça te prend un GPS, ça te prend une carte routière pour savoir comment te rendre à cet objectif. Mais ça, il n'avait pas donné ça, c'est comme exemple. Bon. Puis, une planification financière, c'est exactement ça. C'est ta carte routière, c'est tes outils pour te rendre à destination, t'aider à te rendre à ton objectif. Donc, ça permet d'atteindre la cible tellement plus facilement, d'une manière tellement plus efficace si on a un plan et qu'on peut aussi mettre à jour. Parce qu'on va se le dire, là, tu l'as dit tantôt, JP, c'est pas la vie n'est pas statique, la vie n'est pas nécessairement linéaire, c'est pas une ligne droite. Il faut s'ajuster, il faut le mettre à jour. Mais je pense que déjà d'avoir un plan, c'est à la base. Là. C'est porteur vers... Ah, puis c'est pas parce qu'on a un objectif ou on a un plan qui sera pas révisé 252 fois. Là, je suis parti en affaires, j'avais un plan, 6 mois après, on a chez Sauvidange, puis on a recommencé. Puis ça se module là, des fois aux semaines ou aux mois. Ou des fois, c'est les réseaux, c'est la stratégie, la croissance aussi, des fois qui est rapide, où on doit se réorienter. Mais aussi. toujours faire l'exercerce, justement. De se tout à poser fait. les bonnes questions. OK, mais pourquoi je fais ça? C'est quoi que je veux réaliser? Puis dans tous les cas, on a toujours une ligne directrice. Ce qui devrait être, j'en ai justement parlé, c'est le why de dire, mais gars, la ligne directrice, c'est ça. Évidemment, mais là, ça peut tout peut changer. Exactement. Mais quand on reste, on va toujours prendre des décisions en fonction de ça. Puis
éventuellement, mais quand on sait puis c'est bien établi, évidemment, ça peut changer. Il y a des événements de la vie qui font que, tu sais, des fois, ça peut être la santé, ça peut être un divorce, un enfant, différents événements de la vie qui font que des fois, ça peut changer. Mais quand on a une ligne directrice, on a toujours cette, je vais dire, cette lumière-là là, qui est là, on s'en va vers là, puis après ça, évidemment, ça peut changer. Mais voilà. Finalement, on voulait parler un petit peu de liberté financière et de l'argent dans le couple. Tu veux finir avec un sujet chaud? Oui. Ben oui, on finit. Ben en fait, tu conseilles des gens, puis j'ai goût de t'entendre un petit peu là-dessus de comment tu perçois ça en tant que consultant ou de tutorat ou quand tu rencontres des gens, des clients. Ben, sur la liberté financière, c'est un concept, même moi, je l'ai appris un peu tardivement dans le sens où je pense que ça gagne en popularité. Parce qu'on réalise que finalement, on travaille, mais à un certain moment, on veut être capable d'être libre de son temps, puis libre de ses activités, puis d'être capable d'être libre aussi même au niveau physique, là, géographique, là, d'être capable de se déplacer sans avoir à réfléchir, puis à revoir en fait sa situation. Fait que c'est un concept que moi, je trouve très puissant. Donc, on parlait du why. Je pense que la liberté financière comme un why, ça peut être vraiment porteur pour beaucoup de gens, de dire, OK, mais si je suis capable de faire quelques sacrifices pendant des années, puis avoir un plan pour arriver à être capable de ramasser des fonds, donc d'avoir une valeur financière qui me permet du jour au lendemain, de diminuer mes heures, d'arrêter de travailler, de changer d'emploi, de lancer une entreprise, je pense d'avoir ce focus-là, de dire, je suis capable, si je fais les efforts, d'avoir ces choix-là. Mais par contre, ça prend un parcours, puis il faut être motivé à bâtir ça. Puis maintenant, il y a des modèles, même mathématiques, là, on parlait d'outils, qui permettent de calculer avec des calculateurs financiers, calculer combien je dois mettre de côté, quel est le montant que je peux accumuler, qui va me permettre de vivre des rendements de mes placements, des rendements dans l'immobilier, des rendements... si je travaille à temps partiel, par exemple, puis je vis le reste des rendements des placements. Mais justement, quand on est capable de chiffrer puis d'avoir un plan, puis d'avoir une durée, disons, qu'on peut atteindre, je pense que ça peut être motivant pour les gens. Fait que ceux qui veulent avoir une certaine liberté, de s'asseoir puis de regarder un petit peu tout ça, je pense que ça peut être très, très motivant. Et pouvoir peut-être le faire en couple, parce que justement, si on vit en couple, justement d'avoir les mêmes objectifs, que ce soit par rapport à la retraite, que ce soit par rapport à l'emploi, par rapport au voyage, par rapport aux enfants, s'il y en a, mais de discuter justement de ces sujets-là, même pour certains, c'est tabou, puis on le sait, là, la finance, c'est tabou. Puis très souvent, moi, ce que je remarque dans les couples, c'est qu'il y a souvent une personne qui s'intéresse vraiment aux finances, puis l'autre personne qui s'intéresse pas du tout. Puis des fois, ça fait des clashs. Ouais, c'est ça. Des fois, ça fait des clashs parce que justement, c'est pas les mêmes objectifs, voilà, les mêmes valeurs. Puis là, il y en a une qui dépense, puis l'autre qui veut épargner. Puis ça crée tout le temps des conflits. Mais justement, de s'asseoir puis d'essayer de se motiver, même s'il y a toujours un écart. C'est rare. J'en ai vu des couples où les deux sont sur la même longueur d'onde, mais c'est plutôt rare. Puis là, je vais pas nommer de sexe, qui est plus dépensier versus qui est plus Est-ce que tu as des statistiques? Est-ce que j'ai des statistiques? J'ai pas de statistiques, mais on parlait tout à l'heure de budget, là, mais généralement, les femmes sont plus dans la gestion, puis dans la gestion des dépenses, mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'homme qui est plus budget, puis la femme est plus dépensière, elle fait des achats, disons... des achats impulsifs, merci. Donc, c'est vraiment... Chaque cas est différent, mais ce que je remarque, c'est que souvent, il y a un écart. Donc là, d'être capable d'en parler, des fois, de faire affaire avec un professionnel, ça peut être cette personne-là qui amène le sujet. Moi, je rencontre souvent des couples où c'est moi qui, en posant les questions, ça amène des discussions entre eux, puis là, je les lance là-dessus. Puis vous en parlerez au souper ce soir. Voilà, exactement, ce week-end. Puis vous m'appellerez s'il y a quelque chose. Mais des fois, justement, d'être capable d'en parler, puis on le sait, l'argent, c'est un moteur important de notre vie, tu sais, qu'on peut pas se le cacher, là, tu sais, ça a un impact sur nos relations en couple, relations de famille, relations avec les enfants, professionnellement, tu sais, des fois, on va choisir des emplois qu'on n'aime pas forcément. Là, je ne veux pas relancer le débat de tout à l'heure, mais qu'on n'aime pas forcément, mais on le fait juste parce que il faut payer les factures, il faut payer l'hypothèque. Mais justement, d'être capable de parler de ces sujets-là, de se renseigner, d'essayer de changer aussi d'environnement dans lequel on est pour justement être capable, lorsqu'on est à la maison, d'en parler puis d'avancer avec ça, là.
Tout à fait. Puis je pense que ça peut amener des... Je pense que c'est... Je me rappelle pas de l'étude que j'avais, mais c'est une des sources de conflits les plus importantes. C'est le numéro 1. Même au niveau du stress, c'est l'argent qui est la principale source de stress chez les gens. Fait que... J'ai un exemple en tête où, exemple, on parlait de retraite dans l'autre épisode, on en a parlé un petit peu tantôt aussi, où, exemple, je pense que je l'ai vécu avec des clients aussi où tu te rends compte, des fois, tu rencontres un couple, là, on apprend à se connaître, puis on demande les besoins, puis il n'y a pas eu de discussion auparavant, puis là, me dit, moi, je prends ma retraite à 55, puis la femme, sa structure est faite pour qu'elle apprenne à 62 ou 65. Là, tu te rends compte que ça n'avait pas nécessairement été discuté, mais c'est parce que là, OK, moi, je vais travailler pendant 7 ans pendant que toi, tu es en retraite. Exactement. Ça crée... à moins qu'il y ait un différentiel d'âge, là. Non, mais tu sais, avec des âges quand même semblables. Là, t'es dans le bureau, puis je me rappelle, j'étais jeune en finance, j'avais 22, 23 ans, puis là, je me raconte, je suis comme, oh wow. Là, t'es là, c'est le malaise. Là, tu vis un malaise complet, puis là, tu te rends compte qu'il n'y a même pas eu aucune discussion. Mais tu sais, même en vue d'une rencontre, tu te dis, gars, tu vas voir un professionnel ou un planificateur financier ou un spécialiste en investissement. Du sujet, là. T'as différents modèles puis différents de le gérer aussi. Tu sais, moi, j'ai des couples qui, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ça fait 40 ans qu'ils gèrent leurs finances de manière indépendante et séparée. Puis des fois même, ils se cachent des trucs. Hein. Moi, j'ai eu des couples où monsieur sortait du bureau, je faisais le portrait financier de madame, puis l'inverse. Puis là, il fallait pas que je fasse l'erreur de nommer des biens que l'autre détenait, puis... Ça fait que oui, il y en a que c'est extrême, là, que vraiment chacun gère ses trucs. Des fois, ça correct, fonctionne hein? très, très bien. Oui, exact. Moi, j'avais un couple, justement. Monsieur avait un problème de jeu. Donc, madame, elle s'est constituée un petit fonds d'urgence secret, justement, juste au cas où il arrive quoi que ce soit, puis que monsieur perde au casino le régime enregistré d'épargne études des enfants, tu sais. Donc, des fois, c'est pour des raisons... Mais des fois, c'est un boulet. Moi, ce que je trouve, c'est que des fois, c'est un boulet pour l'autre personne parce que une personne prend vraiment beaucoup de mauvaises décisions, puis il veut pas changer de son comportement. Puis l'autre qui essaie d'avancer, mais malheureusement, à chaque fois qu'elle fait un pas, elle est obligée de reculer parce que l'autre personne s'est endettée entre-temps. Puis là, j'ai économisé, mais là, je suis obligé d'utiliser l'argent pour rembourser la dette de l'autre. Puis, tout à fait. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication puis qu'il n'y ait pas de surprise. Si les deux s'entendent sur le fait que, regarde, on a des engagements, des obligations financières communes, on s'assure de couvrir et d'honorer ça. Ensuite, au-delà de ça, si on décide de gérer individuellement nos choses puis que les deux sont à l'aise avec ça, tant mieux. Si c'est une planification des finances et de l'épargne qui est intégrée, c'est une autre bonne façon de le faire. Je pense que c'est le principe ou la règle d'or, c'est d'être honnête et transparent, exactement. De ne pas arriver justement avec un 30 000 $ sur un solde impayé sur une carte de crédit. Puis surtout de ne pas éviter le sujet. Absolument, tout à fait. De vraiment être capable de s'asseoir, puis même si l'autre personne a une autre vision, pas on la confronte, mais dans le sens on prend le temps de remettre les choses au clair. Oui, absolument. Vous êtes comme des psychologues, finalement. Mais attends, on n'a même pas parlé de divorce, de testament, d'héritage. Ça, c'est encore plus... Oui, tu rentres encore plus dans le personnel, dans l'intimité du couple ou de l'unité familiale. Non, c'est clair. Ouais. Mais je pense que pour clore le sujet, c'est d'avoir une communication puis de s'entendre. C'est vrai en affaires aussi. Hein? Dans n'importe quoi. Dans le fond, on dit souvent, un partenariat, c'est comme un mariage, c'est comme une relation avec soit de couple ou ça revient à être la même chose. Souvent, on investit plusieurs milliers de dollars puis on prend même pas le temps de se connaître. Est-ce qu'on ferait la même chose dans une relation sérieuse en couple? Pas nécessairement. Fait que je pense que c'est de se communiquer puis de s'assurer que les objectifs de chacun, puis on parle souvent de, anciennement, on est encore dans l'homme pourvoyeur, puis ici, mais de plus en plus, il y a bien des femmes qui gagnent beaucoup même plus. L'inverse, des fois. Et puis beaucoup, beaucoup plus que les hommes. Je pense que c'est d'en parler puis de s'entendre sur, exemple, la personne voyage 10 fois par année, mais quand tu fais, je sais pas, 40 000 par année, tu n'es pas capable de suivre le même rythme. C'est d'en parler puis de s'assurer que ça soit clair, de dire, gars, moi, je peux pas te suivre dans tous tes voyages pour telle raison, j'ai tel projet, peut-être ça changera dans le futur. Mais ça se discute, ça. Puis je pense que c'est important parce qu'à un moment donné,
autant une personne d'un côté, peut-être que ça lui fait plaisir, autant homme que femme ou non-genré, là. Mais tu sais, que la personne qui a le gros salaire, peut-être que ça lui fait extrêmement plaisir d'amener la personne en vacances, puis ça lui fait un bien intérieur. Mais pour l'autre personne, il sent vraiment mal. Fait que tu sais, c'est de partager ça, puis que tout le monde y trouve son compte. Puis je pense que tout ça revient à une question de communication. Puis je pense que ça évite beaucoup de conflits. Puis la situation au jour 1 peut être différente dans 2, 3, 4 ans. Tu sais, des fois, peut-être supporter la personne pendant quelques années, puis l'autre pendant une période difficile, puis vice-versa. Tu sais, on connaît pas, puis la vie, c'est pas un chemin tranquille. Fait que des fois, je pense que c'est de communiquer, mais évidemment, ça reste du cas par cas, puis c'est pas toujours... quand on touche aux personnes, puis au personnel, puis aux émotions aussi, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes émotions par rapport à l'argent. Si toi, c'est d'économiser tout le temps, puis tu vois ton conjoint ou ta conjointe toujours être en train de dépenser, puis à un moment donné, il y a un clash. Moi, je pédale d'un bord, puis toi, tu pédales de l'autre. Là, c'est sûr que ça marche pas. Fait que, je pense que c'est important, mais c'est déjà la fin, malheureusement. Malheureusement. Tout le monde se regarde avec des fans piteuses. Oh! Mais Youssef, je voulais te remercier d'avoir été présent. Super bel épisode. Merci, Christiane, pour tes interventions. Merci pour l'invitation. Très content. Maintenant, le mot de la fin. Le mot de la fin. Ouais. Youssef, qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est quoi le prochain défi que tu voudrais... que mon application soit téléchargée partout au Québec, puis éventuellement, quand ce sera en anglais, partout dans le monde. On te le souhaite. On te souhaite un très bon succès. Merci. Et en plus, quand ça va être diffusé, on va pouvoir jouer l'essayer. Vous allez l'essayer. Donc, Éduc Finance, merci beaucoup, Youssef. Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine, dans le podcast Le 13e étage, on va parler des vraies affaires.